Alors aujourd'hui, on va se plonger dans la presse sénégalaise du 26 décembre 2025. Et ce qui est fascinant, c'est que quand on met tous les gros titres bout à bout, eh bien, ils racontent une seule et même histoire, celle d'un pays qui est vraiment à un tournant décisif, un pays en pleine ébullition. Et d'ailleurs, il y a un titre de Wolf Quotidien qui nous met direct dans le bain, La déchirure s'aggrave. En quelques mots, tout est dit. Ça pose un décor, une ambiance, celle d'une nation qui est traversée par des tensions très très fortes. Une division qui, on le sent bien, ne fait que grandir. Pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va d'abord regarder ce qui se passe tout en haut, au sommet de l'État. Ensuite, on descendra sur le terrain pour voir les défis qui touchent le quotidien des gens. On fera un détour par les tribunaux, avant de terminer heureusement sur une note un peu plus positive, un souffle d'espoir. Allez, on commence. Première partie, la crise au sommet du pouvoir. On parle ici d'un vrai bras de fer politique, et ce qui va en sortir pourrait bien redessiner le paysage pour un bon moment. Ce qui est frappant, c'est qu'on a l'impression de voir deux chemins qui s'écartent. D'un côté, on a le président, Bassirou Diomaye Faye, qui multiplie les gestes d'autorité. De l'autre, son leader de parti, Ousmane Sonko, qui semble, lui, suivre sa propre feuille de route. Du coup, toute la presse se pose la question, est-ce que le président prend juste son indépendance, ou est-ce le début d'une vraie rupture? Et attention, ce n'est pas qu'une simple impression de journaliste. Des observateurs comme le politologue Moussa Diao le disent clairement. Le président est en train de sortir de l'ombre de son parti. C'est un jeu de pouvoir à très haut risque qui est en train de se dérouler sous nos yeux. La tension est si palpable que le journal Point d'Actu y va carrément et pose la question sans détour. Qui tirera le premier? C'est une image forte, mais elle décrit parfaitement ce duel où chaque camp semble attendre la moindre erreur de l'autre. Mais pendant que ça chauffe à Dakar, le président Faye, lui, est sur le terrain, en Casamance. Et là, il change de costume. Il se présente en soldat de la paix. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des milliards investis, des familles qui rentrent chez elles, des terres déminées. C'est une façon très claire de dire « Ok, il y a une crise politique, mais l'État continue de bosser sur le terrain pour la paix. » Bon, on quitte les hautes sphères politiques pour revenir à la réalité du quotidien. Parce que derrière ce drame au sommet, il y a une vraie cocotte minute sociale et économique qui est sur le point d'exploser. Ce chiffre, 400 milliards de francs CFA, il est énorme. C'est la somme que l'État essaie désespérément de trouver pour faire tourner la machine. Et le fait que ce soit si difficile, ça en dit long sur la fragilité des finances du pays en ce moment. Le Dakarois le résume avec une formule très simple, mais très parlante, ça coince pour le Sénégal. C'est l'image d'un moteur qui a du mal à démarrer, d'un État qui peine à trouver l'argent pour répondre aux attentes immenses de sa population. Et cette pression économique, malheureusement, elle a un coût humain, un coût terrible. Au moins 12 morts, des dizaines de disparus, c'est le bilan d'un nouveau naufrage, juste avant Noël. Un drame qui se répète, encore et encore. Derrière ces drames, il y a ce slogan que tout le monde connaît, ce cri du cœur terrible, Barça ou à la Barsac, Barcelone ou la mort. C'est l'incarnation même du désespoir d'une partie de la jeunesse, qui ne voit plus d'avenir et qui est prête à risquer sa vie pour un rêve d'ailleurs. C'est peut-être ça le symptôme le plus cruel des difficultés du pays. Forcément, toutes ces tensions, qu'elles soient économiques ou sociales, finissent par atterrir où? Devant les tribunaux. La justice se retrouve en première ligne, elle devient un peu le miroir des angoisses et des fractures de toute la société. Et quand on regarde les affaires à la une, on voit bien cette diversité. D'un côté, des faits divers ultra-violents, qui font froid dans le dos, comme cette histoire de meurtre sur commande. De l'autre, la saga politico-judiciaire qui n'en finit pas, avec un nouvel épisode dans l'affaire Sonko. Ce sont des cas très différents, mais ils montrent une chose, une société qui cherche des réponses, qui a soif de justice. Et pourtant, au milieu de ce tableau souvent bien sombre, il y a une lumière. Un domaine où tout à coup les divisions s'effacent et où tout un pays respire ensemble. Ce domaine, bien sûr, c'est le foot, avec la Coupe d'Afrique des Nations et les Lions de la Teranga. La compétition bat son plein au Maroc et ça commence à devenir sérieux. Après un premier tour bien géré, les gros chocs arrivent. Et il y en a un en particulier qui fait vibrer tout le Sénégal, ce match contre la République démocratique du Congo. C'est plus qu'un match en fait, c'est la finale du groupe. Au cœur de cet espoir, il y a un homme, le sélectionneur, Pape Thiaw. Et son ancien coéquipier, Alassane Dour, en fait un portrait assez génial. Calligraphe et taquin. On imagine un coach qui est à la fois super méticuleux, précis, mais aussi très proche de ses joueurs, capable de créer une bonne ambiance. Et puis là vient le compliment ultime. C'est une autre légende, Kalilou Fadiga, qui le dit. Il y a du Metsu dans son management. Alors là, pour ceux qui connaissent l'histoire du foot sénégalais, c'est énorme. C'est comparer Pape Thiaw à Bruno Metsu, le coach mythique de l'épopée de 2002. Rien que ça.
Mais un bon coach a besoin de relais sur le terrain. Et cet espoir, il repose aussi sur des piliers solides. Ce chiffre, 127 sélections, c'est Idrissa Gana Gueye. C'est l'expérience à l'état pur. C'est le genre de joueur qui, par sa simple présence, rassure tout le monde. Et forcément, avant un tel match, l'ambiance monte. Côté sénégalais, on affiche la confiance du champion en titre. Ce sera notre deuxième victoire. Point. Mais en face, attention, la RDC prévient qu'elle arrive sans complexe, prête à jouer les proubles faites. Bref, tous les ingrédients sont là pour un grand match. Et on termine là-dessus avec cette question qui résume un peu tout, finalement. Après avoir vu les fractures politiques, l'anxiété économique, les drames sociaux, est-ce que 90 minutes de football peuvent comme par magie réparer tout ça? Est-ce que le sport peut réussir là où la politique a l'air d'échouer? Ne serait-ce que pour un soir, est-ce qu'un match peut vraiment ressouder une nation? La réponse, elle est peut-être tout simplement sur le terrain.